Sur la radio Diambo FM 91, nous recevons le président Mbanda Kani, le panafricaniste et président du nouveau mouvement populaire. Président Mbanda Kani, quand on vous écoute, on a le sentiment que vous dédouanez assez aisément les Africains, alors que la responsabilité, la destinée de l'Afrique repose aujourd'hui entre les mains des Africains. J'évoque un concept qui vous est propre et sur lequel vous travaillez énormément depuis des années, c'est l'endocolona. Vous ressortez quand même la responsabilité, mais pourquoi vous faites une fixation sur les Européens? Vous dites par exemple dans un de vos échanges que le franc CFA a été établi par 3 personnes qui ont décidé au nom de l'Afrique et pour les intérêts de la métropole. Mais président Mbanda Kani, 40 ans, 50, 60 ans plus tard, pourquoi il semble toujours difficile de sortir de ce piège, de sortir de cette nasse? Le fait de reconnaître d'abord, merci de rappeler que je travaille beaucoup sur l'endocolona, parce que ceux qui veulent dénigrer le travail qu'on fait ne sont pas honnêtes comme vous. Nous avons été les premiers à mettre ce concept sur la table, le concept de l'endocolona. Ça date de longtemps. Voilà, c'est un concept sur vous travaillez depuis, étant même encore au Manidem. Pour souligner le fait que nous ne dédouanons pas les forces politiques locales, les bourgeoisies endocoloniales locales. On ne les dédouane pas. Mais simplement, une chose est de reconnaître ça, mais une chose est de ne pas dire que un poids lourd, c'est un poids plume. Vous ne pouvez pas dire ça. Ça aussi, c'est inverser les rôles. C'est-à-dire que le rapport de force avec les Occidentaux. La situation même historique dans laquelle s'est construite ce rapport de force-là est claire. Quand même, oui, tout part quand même de l'esclavage. On ne peut pas nier quand même que les gens sont restés chez eux. Vous êtes venus avec la violence, oui. vous vous êtes installés. Tout part de l'esclavage. Vous avez tué les gens, etc., massacré, détruit tout ce qui était là. Ce n'est pas quand même de la faute des Africains si ils n'étaient pas armés. Sinon, on ne peut pas penser en ce moment-là, par exemple, que bon, vivre, c'est penser la guerre, qu'on s'entretue, qu'on se détruise et élever ça au niveau d'un art de vivre. On ne peut pas quand même condamner les gens pour ça. Donc, vous arrivez, vous détruisez, destructurez. Les structures micro et macroéconomiques. Vous êtes extrêmement violent et bon, d'accord, vous vous emparez du pays. Ça c'est le fait fondamental, Auréole. Personne ne peut nier ça. C'est le fait fondamental. Maintenant, une fois ayant fait ça, vous décidez de construire une race d'endocolonies, de complices locaux. Vous créez les modalités de leur reproduction sur un temps extrêmement long pour rendre ça éternel. Et depuis l'esclavage, même avant d'ailleurs, ça a perdu jusqu'à aujourd'hui. Exact. On trouve des endocolons ils sont là. Pratiquement partout. Ils sont là. Ça se reproduit, des familles, des groupes d'ethnies sont spécialisés dans ces choses-là avec l'Occident. C'est un très vieux mariage. Il est très vieux. Attendez, avec votre permission. Oui, allez-y, président. Donc, maintenant, lorsqu'après on veut parler, vous dites non, écoutez, c'est à cause des complices locaux là qu'on fait ça. C'est pas vrai. Il faut mettre sur la table la vérité historique et maintenant, doit-être partie de cette cause-là et doit-être les responsabilités locales. En langage plus sophistiqué, nous disons, mais on n'inverse pas la hiérarchie des contradictions. Une contradiction, il y a la contradiction principale dans un rapport social, il y a la contradiction secondaire, etc. On peut pas dire que la contradiction principale des pays africains, c'est l'endocolona. C'est ça ma bataille avec ceux qui défendent cette thèse-là. Or, ceux qui défendent cette thèse-là sont des agents de l'étranger, c'est connu. C'est connu parce que quand même ils sont aux affaires, on voit ce qu'ils font. Donc c'est rappeler cette vérité historique-là. Le problème, c'est que quand on écoute Robert Bourgi, ces derniers jours, ces vidéos circulent sur les réseaux sociaux, il dit avec une certaine aisance que la France ne mettait par exemple pas le fusil sur la tempe des présidents africains, c'est chacun qui donnait. Et c'est chacun qui avançait le montant qu'il a donné. On se dit, est-ce que finalement, ce n'est pas nous qui achetons nos problèmes? Bon, il faut prendre Bourgi pour ce qu'il est. C'est un voyou, hein. C'est un parfait voyou. Parce qu'aujourd'hui, oui, il donne aujourd'hui. C'est un parfait voyou. L'image de quelqu'un qui ne faisait que son travail. Ces vérités ont des limites. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il peut nier qui a tué Lumumba, qui a tué Olympio, qui a assassiné Sankara, qui a liquidé tous les patriotes camerounais, qui a tué près de 30 présidents africains en un temps record? Qu'est-ce qui est arrivé à Sékou Touré, Gbagbo et consorts? De quoi est-ce qu'il parle? Oui. Pour le cas Gbagbo, d'ailleurs, il a dit. On ne peut pas nier ces choses-là, oui, mais il dit ça.
Alors, on ne peut pas nier ces choses-là. On s'en fout de ce que dit Bourgi, n'apprend rien en personne. Maintenant, qui dit ce que nous disons depuis 15 ans, certains Africains vont prendre ça au sérieux. Il y a des structures. Oui, et justement, je voulais vous interroger là-dessus. Parce que, président Mbanda Kani, j'ai la chance de vous suivre depuis mes débuts dans le journalisme 2006-2007. Tout ce que vous avez dénoncé depuis de nombreuses années et qui a même été parfois théorisé par certains étudiants des universités du Cameroun et d'Afrique, aujourd'hui on donne l'impression que c'est Bourgi qui est... C'est quand même ça. C'est ça l'Afrique. C'est ce que j'appelle le complot anti-panafricaniste. C'est ça l'Afrique. Mais c'est une industrie, on comprend tout ça. Il y a des gens qui doivent toute leur carrière à ce système-là. Une bonne partie de nos élites doivent leur carrière à tout ça. Il est normal que elles se braquent, nuque raide, n'est-ce pas, contre une dynamique qui dépouille tout ça et déshabille tout ça. Moi, je comprends ça. Mais c'est pas une raison pour qu'on joue avec les principes et la vérité. Les dirigeants africains, écoutez, prenez le cas du Cameroun pour qu'on soit très concret. Voici un pays qui a produit une génération successive de patriotes et de résistants qui ont fait la gloire au niveau universel, ce qu'on appelle le patriotisme, le nationalisme. Et tout ça a abouti à un mouvement extraordinaire, historique, qu'on appelle l'UPC. L'UPC. Qui a marqué l'histoire de l'humanité. De l'humanité. Mais qu'a fait la France? Mais vous avez me dire maintenant que c'est la faute des UPC, le fait que la France a décidé de faire une guerre carrément, de faire une guerre au Cameroun. Le napalm. Mais plus que ça, de massacrer, de casser. Alors, tout ça en violant un statut, tout le droit international de l'époque, militaire, consacré, le fait que le Cameroun n'a jamais été une colonie. Mais c'est ce que Oumyobé revendiquait. C'est ce que l'UPC revendiquait. Mais alors, est-ce de leur faute? Oui, nous partons du protectorat. Voilà. Alors, on n'a pas été colonisé. On n'a jamais été colonisé. C'est ce que Oumyobé revendiquait. Dès que l'Allemagne perd la guerre, Oumyobé dit, mais on est libre. Reconnaissez ce que disait la SDN de ce statut. Mais la France et l'Angleterre, ils avaient juré. Et particulièrement la France, elle a livré une guerre. Mais lorsque vous, après avoir décimé l'instrument patriotique qu'une nation s'est donné dans le combat, dans le sang, vous remplacez ces patriotes-là par vos valets. Vous êtes surpris qu'après les valises défilent? Vous êtes surpris? Puis ce sont des lois non écrites. Alors quand il vient, il dit, c'est le président qui courait à faire ça. Il informe qui? Bourgi, c'est un voyou. Il a des remords de conscience, comme il dit à la fin de sa vie. Maintenant que le système le lâche un peu, il décide des choses comme ça. Mais nous ne sommes pas des enfants. Il ne s'agit pas de distiller des éléments. Nous parlons de la structure de la France-Afrique. C'est la faute de qui? C'est une création de De Gaulle. Qui en connaissait l'existence? C'était une organisation parallèle qui court-circuitait les États et qui opérait par le crime et la contrainte. Mais qui voyait ça? Qui connaissait Foucault? Mongo Betila d'ailleurs, qui connaissait retracé dans un quand vous regardez Bokassa, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'il mangeait la chair humaine. Mais jusqu'à ce qu'il lui a pris sa femme, lui a foutu un enfant, a volé du diamant, a massacré ce pays-là. Mais qui le savait? C'est que le scandale éclate en France. Et qu'on se rend compte de tous les misères que Bokassa a vécu. Mais avant ça, qu'est-ce que nous connaissons Bokassa? Que c'était un roi feignant, il voulait se mettre en peur, il mangeait la chair humaine. Et tout ça était encadré par les gens comme le frère Bouani, les Bongo. Donc, vous voyez qu'on a mis un les endocolons. Mais voilà, l'affaire Elf, qu'est-ce que... Attends, mais on va pas se fatiguer de le dire, on le dira toujours. On va dire, il répète des mêmes choses, mais ça fait pitié. L'affaire Elf, qu'est-ce que Loïc Le Floch-Pridjen vous dit? Dans la guerre qu'il y a eu au Congo, au Brazza, qui a organisé cette guerre? Il le dit. Elf. Il nous dit comment Elf a organisé une corruption secrète qui mariait les endocolons locaux et la classe politique française. C'est ce qui a fait la force d'un bongo père qui gérait ça. Exact. Mais on le gère sans trace. Vous ne le voyez pas. Mais les bourgeois vont vous raconter que non, les présidents couraient pour y aller. Mais vous ne courez pas, vous deviez faire quoi? Quel était le niveau de conscience des populations africaines à l'époque? C'était une époque où la France régnait dans les consciences, régnait dans les États, dans les villages, partout, dans nos religions, partout. La France régnait à mettre. Moi, j'ai un collègue copalédite, Dr Basileki. Il fait une thèse de doctorat en économie. Il fait l'erreur de mentionner le franc CFA, 2 lignes. On lui dit, va reprendre ta thèse. Vous imaginez le niveau de répression? Il est vivant, hein? Il est vivant. Donc, il ne faut pas que ce complot anti-panafricaniste, où on veut tout faire pour casser une dynamique qui dérange sérieusement, on veut nier la vérité historique. Donc, ce que Bourgi dit de Gbagbo. Mais dès le premier jour, dès le jour où Gbagbo a été déporté, parce que c'est une déportation à la Cour pénale, j'étais sur des plateaux, je disais ça.
Je disais déjà ça, c'est que Bourdieu dit. C'est que ça. Ben aujourd'hui, bon, il y a des confessions comme ça, il y a des poids de conscience qui souvent pèsent plus que la force mentale de l'individu, et puis il relâche de pareilles vérités. Mais qu'on ne fasse pas comme si Bourdieu a fait, un événement extraordinaire. C'est bien. Mais maintenant, en interne, ça, donc, après coup, hein, au niveau de la structure des appareils étatiques, dans les programmes de formation au niveau de l'université, au niveau scolaire, la structuration des médias, on a, par exemple, au niveau des médias, de plus en plus une nouvelle classe de jeunes qui prennent la tête des médias. Mais pourquoi il y a de moins en moins des programmes panafricanistes? Allez demander aux journalistes. C'est à vous de faire. Moi, m'inviter, je suis là. Si vous ne m'invitez pas, je ne vais pas venir forcer la porte de votre média. C'est à votre honneur, Auriol Toumi. Merci, Président. Si vous ne m'invitez pas, je ne vais pas venir forcer. Vous voyez, m'inviter, je suis là. Exact. Je suis là. Donc, les lignes éditoriales de nos médias sont des lignes néocoloniales. C'est ça la vérité. Vous savez d'ailleurs que c'est la France qui a formé la plupart des anciennes générations de journalistes. Vous connaissez la tutelle qu'un monsieur comme Hervé Bourget a exercé sur les médias camerounais, etc. C'est un des médias anti-panafricanistes, anti-patriotistes, anti-patriotes. On les a formés pour faire du développement, etc. Donc, tout ça on connaît. Et la plupart de nos médias reprennent en leur compte l'AFP, tout ce que les médias français disent. Et puis tout ça est organisé, structuré. Le narratif, reste le même, finalement. On reprend tout ça, et puis des séminaires sont organisés au long de l'année pour tenir des gens, pas des pédiums, etc. Il y a tout un système qui est organisé, qui a mis en place, qui fait que on bride, mais de manière... Il y a même une autocensure de la part des journalistes camerounais et africains. Même ils anticipent avant que le français ne parle, parce que le parle pour dire que bon, il ne faut pas faire la promotion de telles choses. On connaît ça. D'abord, la concession même de votre métier pose problème. Tout ça, c'est encore l'enrégimentement. On a enrégimenté les gens avec une conception du journalisme. Je vous prends un cas, ça va vous surprendre. La conception de l'indépendance du journaliste. Vous voyez, regardez, les Africains trouvent que France 24, c'est un média indépendant. Que RFI, c'est un média indépendant. Que les jeunes Africains sont indépendants. Mais ce sont des relais de la diplomatie française. Mais quand ils se regroupent, les journalistes africains sont très prompts à dire que ils réclament l'indépendance, mais ils sont parrainés par ces médias au niveau de la réflexion éditoriale. Il y a un problème. Vous voyez à quel niveau on est colonisé. Notre espace médiatique est colonisé par ces gens. Regardez le Canal Plus ici. C'est la colonisation. Mais Canal Plus, quel est le média camerounais qui peut se dresser contre Canal Plus? Ils sont puissants. Ils ne vous hébergent pas. C'est différents bouquets. Non, mieux que moi. Regardez, avec la complicité de nos dirigeants. Une complicité même active. On ne comprend pas l'enjeu de la guerre médiatique. Oui, c'est depuis l'apparition du phénomène, par exemple, des LGBT, que les Camerounais ont pris conscience de ce que Canal Plus avait de plus en plus cette tendance à vulgariser l'idéologie occidentale. Tout à fait, mais on a vécu ça, nous, au début du combat panafricaniste. M. Bolloré nous a chassés de son bouquet. Bon, nous avons tenu, après il a commencé à vouloir courir pour la corruption. On a tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Je prends un exemple. Votre confrère Afrique Média sans publicité. Oui, Afrique Média. Sans publicité. Donc, on vit ces choses-là. Et les États africains ne comprennent pas l'importance de la bataille, ce qu'on appelle la bataille médiatique. Mais on a même vu des enseignants d'université critiquer les formats du débat panafricain sur Afrique Média et aussi les contenus. Je me rappelle d'ailleurs à l'époque toute la bataille qu'on a menée avec le CNC. Qui était stipendié par l'ambassade de France, Madame Robichon qui était ici, c'était sa spécialité. La France a déboursé des milliards de francs ici au Cameroun pour acheter des universitaires, des professeurs qui défilaient sur le plateau, nous appelaient aboyeurs. Toute cette campagne a été menée et financée, et jusqu'à même aller dans les universités pour qu'on réprime tout étudiant qui venait avec des corpus, les thèmes que l'on mettait sur la table. Ça s'est fait. Mais bataille perdue d'avance. Mais la question des formats, vous comprenez comment on a été colonisé. Des journalistes chevronnés nous disant quels sont ces médias, les débats qui durent 8 heures, au format c'est quel genre de thème là, quels sont ces genres depuis que c'est France, c'est pas machin, c'est pas du journalisme. On a entendu ça. Et je vous dis pas des figures de pro, ceux qui font profession de maître dans le domaine. Mais aujourd'hui, regardez France 24. Regardez la dérive qu'il y a dans le monde occidental dans la matière. Les médias sont dans les mains des milliardaires. Regardez comment on a caporalisé la presse aujourd'hui. Ce sont des médias mensonges.
Aujourd'hui, tous les médias français sont subventionnés. Et les médias critiques, il faut quand même préciser, les médias critiques du système européen et du système français ne sont pas sur les bouquets. Ce qu'on appelle la presse alternative. Ils ont même de la peine à avoir de la visibilité. Et même, comment on appelle ça, des financements, des subventions. Non, les canaux, l'autorisation de... En France, il y a un métier, j'ai oublié là, le TNT là, avoir oui, ils ont de la peine à accéder à ça. Numérique. Tous ces médias numériques ils vivent grâce aux dons de ceux qui croient à leur projet éditorial. Donc, est-ce qu'il y a encore le journalisme en Europe? Regardez ce qui s'est passé avec le Covid. Ne parlons pas des États-Unis. Là-bas, l'information, c'est l'argent. Donc les puissances de l'argent ont colonisé le monde médiatique. Mais en Afrique, vous voyez comment on est dans une espèce de sainte nitoucherie, mais qui en fait vise à masquer une allégeance la plus servile à l'Occident. Au niveau des contenus, au niveau des formats. Aujourd'hui, nous avons bousculé le format médiatique mondial. Bousculé totalement. Aujourd'hui, c'est les médias français qui s'adaptent maintenant au contenu panafricaniste. Oui. Ça se voit tous les jours. Mais qui enseigne ça dans nos universités? Qui prend compte d'une telle évolution? Et nous perdons des combats comme ça parce que on n'a pas compris. Au niveau de la bataille géopolitique, de l'information. Parce que la première armée dans la guerre géopolitique, c'est l'armée médiatique. C'est l'armée médiatique. La Chine d'ailleurs a déjà également développé, et même en français, en anglais. Tous les pays qui comprennent ces choses-là, c'est élémentaire. Comment allez-vous bâtir du consensus social si vous avez ce type de passoire médiatique que sont devenus nos États? Regardez comment les médias français sont puissants ici. Au niveau des affiches partout. Vous allez dans les institutions publiques, vous trouvez quel média? Un créateur et ses créatures, ben, il faut être bête pour soutenir les créatures. Soutenir le créateur. Je caricature ça, mais c'est un peu le schéma. Non, notre pays traversait beaucoup d'enjeux, d'enjeux majeurs. Il risquait d'être disloqué. Il y avait des menaces géopolitiques très très lourdes qui pesaient sur le pays. J'avais la chance de voir ça à cause de mon engagement panafricaniste. Donc, parmi les candidats, n'est-ce pas, il est évident qu'il était celui qui était à même de le faire. Mais il y a plus sérieux. Mais le président est venu vers moi. C'est ça la différence. Il est venu me chercher. Il est venu me chercher. Je n'ai posé aucune condition. Je suis un dupéciste. Nous ne marchandons pas ces choses-là. Il y a une éthique très exigeante au niveau des véritables dupécistes que beaucoup de Camerounais ignorent. Ils ne comprennent pas certaines choses, ils caricaturent tout. Ce que je dis là, je le dis en public. Vous avez vu personne ne peut jamais démentir ce que je dis. Ça fait des années que je rappelle ça. Oui, que vous le rappelez. Oui, donc il est venu me chercher, il a envoyé me chercher. On m'a exposé les motifs de pourquoi le président voulait mon soutien. J'ai trouvé ça juste pour l'intérêt supérieur du pays. Supérieur du pays, je lui ai apporté mon soutien. Je n'ai jamais rien négocié avec le RDPC. La preuve, les élections municipales législatives qui ont suivi, j'aurais pu aller négocier au comité central du RDPC une alliance, comme d'autres forces politiques l'ont fait, qui ont pignon sur rue et qui aujourd'hui veulent jouer le premier rôle. Je n'ai jamais fait ça. Et le RDPC ne m'a pas fait de cadeau. Donc, il faut bien qu'on distingue bien les choses. Il y a des partis qui ont des alliances, il y a des pas une alliance. Il y a des documents. Le président Thiroma et son parti, ils ont une alliance avec le RDPC. Donc, il y en a même des partis. Tous ces partis. Il y a des alliances, mais ce n'est pas le cas. Le NMP et son président ont soutenu le chef de l'État. Ce n'est pas un ralliement. Ça n'a jamais été un ralliement. Nous allons parler de l'opposition juste derrière, le temps de prendre une chronique justement qui revient sur le rôle clé joué par le président Paul Biya sur la scène internationale depuis quelques mois et quelques années. Déjà le président de la République qui n'a d'ailleurs pas été cité par Bourgi comme vient de le rappeler. Ce n'est pas le hasard. Hein. Et ça va passer comme ça. Au nom de l'antibiaïsme primaire, ça passe comme ça. Mais quand vous suivez ces choses-là... Oui, si le nom de Paul Biya a été cité par Bourgi... Une de tous les médias. De tous les médias. Mais ce n'est pas le seul cas. J'ai dit pourquoi moi je considérais que le président Biya était un panafricaniste. Il ne s'agit pas de discussion inutile. Je donne des arguments et des faits. Je donne des arguments et des faits. J'ai dit, le dit. Le dit ne veut pas dire que je le rallie. Je dis en même temps qu'il n'est pas ma référence politique. Mais les gens font semblant de ne pas entendre. Ils font semblant de ne pas entendre. Mais tout ça est organisé, c'est de bonne guerre. Nous prenons la chronique de l'impossible.